Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, du coup, plus personne ne parle. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est quelqu'un qui t'emberlificote dans ses raisonnements? Oui, dans son raisonnement pour avoir le dernier mot. D'accord. Un empêcheur de tourner en rond. Un décortiqueur. Un Un décortiqueur. Un décortiqueur. C'est quelqu'un qui se mouille pas, surtout. Qui se mouille pas. Bon. Un beau parleur. Quelqu'un qui a l'air de raisonner juste sur des données fausses. Ah, quelqu'un qui a l'air de raisonner juste sur des données fausses. Des fausses. Faux départ, faux raisonnement. Sûrement. Bon, tout ça est très positif sur les sophistes. Un petit élément positif. Allez, on se creuse un peu la tête sur les sophistes. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez dit des choses... Ce qu'effectivement, ce qu'on entend aujourd'hui dans le langage courant, très péjoratif, oui. Ça déclenche le doute, Ça- on évite les routes, voilà. Oui, Les routes, oui, sagesse, et ça entretient le doute et le questionnement, ouvert à la recherche. ouvert à la recherche. Voilà. Et ben voilà. Et ben vous avez tout dit. Donc on va faire la pause. C'est très juste tout ça, parce que effectivement, vu que dans le langage courant aujourd'hui, c'est un mot connoté de manière très péjorative, très discrédite, ce qui effectivement est un phénomène historique, mais en même temps, il faut quand même se poser la question de pourquoi on les appelle des sophistes. C'est-à-dire, dans l'origine, vient de Sophia, la sagesse. Il doit y avoir quand même une raison. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ces sophistes qui ont fait l'objet effectivement d'un grand oubli ou d'un grand discrédit sont aujourd'hui, depuis déjà quelques années, l'objet d'une vague de réhabilitation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on s'intéresse de nouveau aux sophistes, surtout, comme on va le voir, aux grands. J'ai nommé Protagoras, Gorgias, disons, qui sont les deux noms qui viennent en premier, et aussi Hippias. Et on découvre en eux effectivement de la profondeur, des penseurs sérieux, parfois tragiques, et qui ont eu un rôle historique très important. C'est un phénomène, le phénomène des sophistes, mystérieux aussi, presque autant que le phénomène des présocratiques qu'on a étudié jusqu'à maintenant, parce qu'ils apparaissent aussi de manière assez simultanée, avec des pensées, semble-t-il, déjà assez élaborées. Et on dit souvent que la révolution des sophistes succède aux présocratiques, et en fait il y a plus un chevauchement qu'une succession, puisque les sophistes, par exemple, qu'on va étudier aujourd'hui, Protagoras, Gorgias, sont contemporains d'un Empédocle, d'un Démocrite. C'est le 5e siècle. Par contre, ces sophistes vont avoir des disciples qui vont être leurs successeurs, qui eux vont évidemment être plus tardifs. Mais il y a une sorte de chevauchement, et pas forcément de succession, comme on le dit parfois, de manière un peu rapide. On dit que les grands philosophes présocratiques, ceux qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, vont être des grands créateurs, notamment sur la cosmologie et l'ontologie, c'est-à-dire la formation de l'univers, le fonctionnement de l'univers, et aussi toutes les réflexions sur l'être, l'ontologie, cosmologie, ontologie, enfin tout ça c'est l'univers.
le macrocosme, et alors que les sophistes, eux, vont s'intéresser beaucoup plus à l'homme. C'est-à-dire c'est là où il va y avoir le tournant, où ils vont délaisser, enfin pas complètement, mais quand même grandement délaisser la réflexion sur l'univers pour se focaliser sur l'homme. Et ceci va aussi être à une époque où il y a une ville qui va prendre un rôle de premier plan dans l'histoire de la Grèce, c'est Athènes. Là, nous nous déplaçons à Athènes, puisque les sophistes, même s'ils sont itinérants, vont être extrêmement admirés, suivis, protégés, encouragés par les grands tenants de la démocratie athénienne, notamment Périclès, Euripide. Donc, c'est un phénomène historique très intéressant, et ils vont effectivement nous apporter un certain nombre de bases, de réflexions, on va dire réflexions critiques, et parfois même sceptiques, jusqu'à réflexion sceptique. Rappelons-nous que sceptique, ça vient du grec skeptikos, qui veut dire qui examine. C'est-à-dire, voilà, ils vont effectivement examiner, chercher, et il va y avoir évidemment pas mal de colorations différentes, depuis l'examen jusqu'au nihilisme, jusqu'au scepticisme le plus radical, mais il va y avoir plusieurs courants. Alors, simplement pour introduire le sujet, puisque ces sophistes du 5e siècle, j'insiste, on est au 5e siècle, vont jouir d'une réputation extraordinaire. On venait les écouter avec un grand empressement. Et je voulais simplement vous lire un tout petit extrait du début du Protagoras de Platon, puisque Platon va beaucoup mettre en scène dans ses dialogues des sophistes, les grands et puis leurs successeurs. Et voilà comment Platon décrit Protagoras au début du dialogue. « Quand nous fûmes entrés, dit Socrate, nous aperçûmes Protagoras, qui se promenait dans l'avant-portique. Sur la même ligne étaient d'un côté Callias, fils d'Hipponikos, et son frère Paralos, fils de Périclès, et Charmidès, fils de Glaucon. Et de l'autre, Xantippos, l'autre fils de Périclès, et Philippides, et Antimoéros, le plus fameux disciple de Protagoras, et qui aspire à devenir sophiste. Derrière eux marchait une troupe de gens qui écoutaient la conversation. La plupart paraissaient des étrangers, que Protagoras mène toujours avec lui dans toutes les villes où il passe, les entraînant par la douceur de sa voix comme Orphée. Il y avait quelques-uns de nos compatriotes parmi eux. J'eus vraiment un singulier plaisir à voir avec quelle discrétion cette belle troupe prenait garde de ne point se trouver devant Protagoras, et avec quel soin, dès que Protagoras retournait sur ses pas avec sa compagnie, elle s'ouvrait devant lui, se rangeait de chaque côté dans le plus bel ordre et se remettait toujours derrière lui avec respect. » Bon, c'est un petit peu ironique, évidemment, de la part de Platon, pour dépeindre un petit peu cet enthousiasme et ce respect de ceux qui suivent Protagoras. Néanmoins, Platon, même s'il va être le fer de lance de la lutte contre les sophistes, a toujours considéré Protagoras avec quand même une certaine considération. Protagoras, Gorgias, Hippias, disons, sont les trois grandes figures, ces sophistes du 5e siècle, et qui vont véritablement apporter des éléments essentiels de réflexion, on va le voir, sur différents domaines. Et ensuite, il est clair que leurs disciples, leurs successeurs, vont participer à leur discrédit.
dans la mesure où ils vont souvent exagérer, caricaturer, déformer la pensée de ces grands. Et c'est une des raisons pour lesquelles être sophiste devient vite un peu ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire vouloir prouver tout et son contraire avec la persuasion de la parole. Et il est vrai qu'on est dans une période où, à Athènes, l'instauration de la démocratie fait que la parole devient importante, la persuasion, puisqu'on donne, on fait participer le peuple, hein, et donc il faut pouvoir convaincre, persuader beaucoup plus qu'avant. Donc on a un phénomène, vous voyez, à la fois historico, philosophico, sociologique, enfin un phénomène vraiment propre aussi à Athènes et aux caractéristiques de cette ville, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, je vois trois raisons majeures au discrédit des sophistes. La première, c'est évidemment le rôle de Socrate et à sa suite Platon et Aristote qui vont largement contribuer à discréditer les sophistes puisqu'ils vont dénoncer les méfaits de leur enseignement. Puisqu'ils considèrent que ces sophistes sapent les bases de la vision philosophique, mais aussi de la vision morale et sociale, en tant que recherche de vérité. Donc, dans les dialogues de Platon, dans les œuvres d'Aristote, il y a des mots très durs contre ces sophistes, et Platon les met souvent en scène. Les Protagoras, Hippias, mais aussi Prodicos, Calliclès, Thrasymachs, et ils sont vraiment considérés comme des êtres qui vont ruiner en fait les fondements de la recherche philosophique en tant que recherche de vérité, au moins volonté de s'approcher d'une vérité. Donc ça c'est le premier point, très important. La deuxième raison du discrédit des sophistes, c'est le rôle négatif qu'ont joué leurs disciples, qui ont poussé parfois les raisonnements des grands maîtres sophistes jusqu'à l'extrême limite, parfois même jusqu'à l'absurde, ou jusqu'à des tautologies tout à fait nihilistes. Donc ça, c'est davantage vrai, de mon point de vue, des successeurs et des disciples que des grands sophistes. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est aussi qu'il y avait en germe, dans la pensée de ces grands sophistes, évidemment, la possibilité de scepticisme, de doute, de nihilisme poussé vraiment jusqu'au bout. Le troisième point qu'on peut citer, c'est que, et ça c'est très très souvent cité, c'est qu'ils sont les premiers à faire payer leur enseignement, et parfois même fort cher, dit-on pour certains, 100 mines, dit-on, pour un cours, ce qui était à l'époque une très grande somme. Et ça c'est révoltant pour certains, puisque, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une révolution. C'est une révolution de faire payer son enseignement, de faire payer ses cours. Et aussi, il se vante de traiter indifféremment tous les sujets. Gorgias, dit-on, disait « Interrogez-moi sur n'importe quel sujet, je vous répondrai ». Donc une certaine vanité aussi de pouvoir traiter de tous les sujets et de s'attribuer une compétence universelle. Donc ça sont les trois grandes raisons, enfin d'autres, mais qui expliquent pourquoi il y a ce discrédit. Alors, pour faire le pendant, je vois aussi trois raisons majeures à la réhabilitation des sophistes, au fait qu'il faut quand même les étudier et les prendre au sérieux, même si on n'est pas forcément d'accord. Trois raisons majeures à cette réhabilitation, c'est que
on fait davantage aujourd'hui la différence entre les grands sophistes et leurs disciples, c'est-à-dire on étudie avec les textes que l'on a quand même, et ça permet de voir comment ces disciples ont quand même transformé, déformé, caricaturé parfois la pensée des pionniers. Ensuite, on leur reconnaît qu'ils ont eu un rôle important dans l'étude de la parole et du langage, puisque ce sont des gens qui vont s'intéresser à la grammaire, au vocabulaire, à l'étymologie, et ce sont les premiers à approfondir les nuances, la signification des mots, et donc en ce sens, ils ont eu un rôle essentiel par rapport à la rhétorique et à la précision des mots. Personne avant eux ne s'était trop intéressé sur ce sujet. Et troisième point, c'est qu'ils ont posé, on s'en rend compte aujourd'hui, des questions essentielles sur le statut de la connaissance. Qu'est-ce que je peux connaître ? Qu'est-ce que l'homme peut connaître ? Qu'est-ce qu'il peut communiquer ? Qu'est-ce qu'il peut transmettre ? Et ce sont des questions que nous avons dans la philosophie occidentale depuis 25 siècles. Ce sont les mêmes questions. Donc, autant les présocratiques qu'on a vus ont posé des fondamentaux sur l'univers, sur l'être et sur la dialectique, autant ces sophistes ont eux aussi posé des fondamentaux dont nous sommes les héritiers, sur le statut notamment de la connaissance, le statut de la vérité ou le statut de la loi, pour parler dans un domaine plus politique. Alors, je vais faire un petit développement qui, je pense, intéressant pour apporter un peu d'éléments différents sur comment sont vus souvent ces sophistes. Je vais vous parler un petit peu de la métisse. La métisse. Alors, M-E-T-I-S. La métisse. Métisse. Métisse, elle a un rôle très important dans la mythologie, puisque Zeus en a fait son épouse. Craignant, vous savez, d'être détrôné par un fils, il a avalé Métis. Et de cette union un peu particulière de Zeus et de Métis est née Athéna, qui lui a provoqué de grandes migraines. Vous savez. Et Athéna, c'est quand même la déesse protectrice d'Athènes. Et donc, je trouve intéressant d'approfondir un peu cette notion de métisse par rapport à ce développement de la pensée des sophistes. Parce que métisse, c'est l'intelligence rusée. L'intelligence rusée ou astucieuse. Pour ça, je m'inspire de ce que disent Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne dans leur livre sur les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs. Ce que je trouve, c'est vraiment très très intéressant pour comprendre pourquoi Athènes va être si favorable et va quelque part encourager ce développement des sophistes. Parce que je crois que là, on a un exemple d'une symbiose entre une pensée et un lieu. J'espère que ça va vous intéresser parce que je trouve ça apporte un éclairage intéressant. Alors, Vernant et Détienne disent que la forme d'esprit qui sert durablement de modèle pour les Grecs s'appelle la métisse. Elle s'exerce dans des domaines très divers et c'est une intelligence pratique qui vise l'efficacité et le succès dans le domaine de l'action. C'est une intelligence pratique, une intelligence concrète qui vise l'efficacité et le succès. C'est elle qui génère les multiples savoir-faire
utile à la vie, aussi bien la maîtrise de l'artisan, par exemple, dans son métier, mais aussi les tours magiques, les ruses de guerre, les tromperies, les feintes, les débrouillardises en tout genre. Ulysse est un exemple d'intelligence rusée, qui parfois utilise un habile, mais pas toujours irréprochable pour arriver à ses fins. Et parmi les dieux aussi, on a des dieux rusés. Hermès, un des dieux qui fait appel, oui, on dit c'est dieu des voleurs, mais il fait beaucoup d'actions qui sont habiles, qui sont rusées, qui font appel à cette métisse. Alors, je vais vous donner une citation. Voilà ce que disent Vernant et Détienne sur la métisse. La métisse est une forme d'intelligence et de pensée, un mode du connaître. Elle implique un ensemble complexe mais très cohérent d'attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez les Grecs. C'est le fameux Kairos, le dieu Kairos, K-A-I-R-O-S, qui est le dieu de l'opportunité. Il a une mèche, il est chauve, mais il a une mèche. Et il faut pouvoir l'attraper par la mèche. Et si on laisse filer Kairos, si on n'arrive pas à l'attraper, il file. Ça qui va donner, notamment dans la métisse, le sens des opportunités. La possibilité de saisir Kairos. Et il va très vite, ce Kairos, parce qu'il a les pieds ailés. C'est pour ça qu'il faut être dans une attitude vigilante pour saisir la mèche de Kairos. Et sinon, il faut attendre qu'il repasse. C'est plus que la chance. Oui, il faut la saisir. C'est les opportunités, les brèches qui s'ouvrent. Et qu'il faut être éveillé pour saisir. Donc, métisse, les habiletés diverses, une expérience aussi longuement acquise. Elle s'applique à des réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës. La métisse préside à toutes les activités où l'homme doit apprendre à manœuvrer des forces hostiles, trop puissantes pour être directement contrôlées, mais qu'on peut utiliser en dépit d'elles, sans jamais les affronter de face, pour faire aboutir par un biais imprévu le projet qu'on a médité. L'intelligence doit donc, à force de souplesse, se faire elle-même mouvance incessante, polymorphie, retournement, feinte et duplicité. Je trouve que dans cette définition de la métisse, il y a beaucoup d'éléments qui nous éclairent ce succès athénien des sophistes. Donc, la métisse joue avec l'illusion aussi et relève souvent de l'apparence et du non-vrai, puisqu'elle sait jouer justement de manière très habile avec les apparences, en sachant que ce ne sont que des apparences, mais qui ont aussi, en tant qu'apparence avec illusion de réalité, ou apparence de réalité, quand même quelque chose à nous dire. C'est donc un mode de connaissance étranger à la vérité. C'est un autre mode de connaissance, la métisse, étranger à la vérité.
extérieure à la sagesse philosophique, mais une compétence indéniable qu'on appelle aussi Sophia. C'est pour ça qu'il y a cette double vision de la Sophia. Une Sophia, disons, une sagesse concrète, pragmatique, qui peut devenir utilitariste, parce que justement, recherchant trop l'efficacité ou le pragmatisme. Donc c'est celle de l'homme habile, de l'artisan, et on sait qu'Athéna était la grande protectrice des artisans aussi. Hein. Donc c'est une forme de sagesse, et c'est pour ça que ces gens les appellent des sophistes, parce qu'ils détiennent cette intelligence habile, rusée, qui peut mener évidemment aux extrêmes, et qui a mené aux extrêmes, mais qui est aussi quand même métisse. C'est une océanide au départ, mais elle est presque divinisée hein, par les Grecs. Et une autre sagesse, plus abstraite, faite de connaissances, de vécu, c'est la sagesse philosophique. C'est celle dont va nous parler évidemment Pythagore, quand il dit « je suis amoureux de la sagesse ». Lui, ce n'est pas de la sagesse concrète dont il est amoureux. C'est de la sagesse comme recherche de vérité, des grandes lois de la nature. C'est un autre type de sagesse. Mais dans ce terme de Sophia, il y a les deux qui coexistent. Et je crois que ça permet de comprendre pourquoi ces grands orateurs étaient appelés des sophistes. Mais dans le sens digne et pas péjoratif du terme à l'époque. Alors, un autre petite citation, toujours de Vernon, et ils utilisent des termes qu'emploie Platon dans son ouvrage, son dialogue qui s'appelle Le Sophiste, puisqu'il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Sophiste. Ils disent « La métisse se manifeste plus particulièrement dans deux types d'hommes, le sophiste et le politique. » Vous voyez, ce qu'ils disent n'a rien perdu d'une certaine actualité. La métisse se manifeste plus particulièrement, donc le sophiste et le politique. Pour le politique, posséder, et là c'est une citation de Platon, cette intelligence en tentacule. Intelligence en tentacule, comme celle du poulpe qui lui sert de modèle. C'est se montrer capable de s'adapter aux situations les plus déconcertantes, prendre autant de visages qu'il le faudra et inventer 1000 tours pour rendre son action efficace dans les circonstances les plus variées. Et pas de nom, hein, vous dites hein, pas de nom, hein. Non, non. Le sophiste, davantage encore, s'est déployé des discours ondoyants, ce que dit Platon, des discours ondoyants, des paroles aux nombreux replis pour capter ses adversaires. Le sophiste sait, toujours des mots de Platon, entrelacer et tordre les discours. Hein, et je vous ai donné un texte où c'est un très bel exemple de cet entrelac. Hein, au bout de quelques lignes, vous ne savez plus de quoi on parle. Quoi. Donc, entrelacer, tordre les discours, comme il connaît l'art de renvoyer à l'adversaire l'argument dont celui-ci s'est servi. Entrelacement, parce que le sophiste ne cesse d'enchevêtrer les deux thèses contraires. Il parle avec tant d'habileté qu'il est capable de faire apparaître à ses auditeurs les mêmes choses, tantôt semblables, tantôt dissemblables, une et multiples. C'est des extraits du livre de Vernon, mais qui citent les mots de Platon, qui sont très durs vis-à-vis de cette manipulation un petit peu des raisonnements et des mots pour persuader. Et à force de pouvoir persuader d'une même chose et de son contraire, on ne sait plus exactement
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est stable, sur quoi on peut se La seule fonder. différence, c'est que les sophistes n'avaient aucune prétention à administrer la cité, alors que Platon l'avait. Alors, oui. Ça Oui, pose déjà le problème. un tout petit bémol, je mettrais, puisque C'est une vision poétique bien. autant Protagoras que Gorgias, quand même, ils parlent de la vertu et ils prétendent donner quand même une éducation aux hommes pour qu'ils soient de bons citoyens. Éduqué, Disons. accompagné. Oui, oui. Enfin, vous savez, moi je suis quand même relativement platonicienne, donc là je me fais l'avocat du diable pour défendre les sophistes. C'est pour ça que je suis allée chercher la métisse pour quand même comprendre. Certes, disons, c'est sûr que les disciples, les successeurs vont totalement, après, se désintéresser de la gestion de la cité, hein, et de l'éducation. Ils sont totalement subversifs. Et là, c'est un radicalisme qui est difficilement tenable. Parce qu'à force de saper toutes les bases, bon, effectivement, c'est confortable comme situation, mais c'est irresponsable, puisque certains vont prendre ceci au pied de la lettre. Mais chez Protagoras et Gorgias, on trouve encore quand même cette volonté de pouvoir rendre meilleurs les gens à qui ils s'adressent, hein, et de pouvoir les former pour être de bons futurs citoyens. De là à prendre des responsabilités dans la gestion de la cité, non, mais au moins dans l'éducation, et ils vont parler quand même d'une certaine vertu à développer chez chacun. Bon, je laisse ça. Donc, on peut dire que les argumentations des sophistes ne méprisent pas la vérité, mais elles ont pour objet la vérité pratique. L'important n'est pas de connaître, mais d'être efficace. Et donc, selon les cas, eh bien, on dira une chose ou son contraire. Le sophiste sait que le bien et le mal, le juste et l'injuste, le vrai et le faux sont loin d'aller de soi. Et que, c'est vrai, si la vérité, au bout du compte, est affaire de persuasion, eh bien, c'est le plus fort qui aura raison. Et donc, on voit évidemment comment la pensée libre, hein, qui se veut libre des sophistes, va conduire à la tyrannie, déguisée sous le masque de la tolérance et du relativisme. Ce sont des sujets vraiment intéressants à méditer, puisqu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de relativisme culturel, hein, de tolérance. Hein. C'est intéressant de voir ce qu'eux en pensaient et de voir les pièges, effectivement, de cette tolérance, de ce relativisme, de certain nihilisme, qui, en fait, laissent la voie libre à toutes les tyrannies, et qui sont plus pernicieuses, plus sournoises. Puisque avec le masque de la liberté et de l'autonomie de pensée. L'autonomie de pensée. Ce qui est, à l'époque des Grecs comme aujourd'hui, loin d'être évident. Parce que l'autonomie de pensée suppose une éducation. Est-ce que vous pouvez développer pourquoi la tolérance va aboutir à la tyrannie ? Alors, peut-être pas tout de suite, mais je garde pour tout à l'heure peut-être la question, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le sophiste, mais je garde en tête. Alors, l'apport des sophistes est perceptible essentiellement dans 4 domaines, avant de passer à l'étude des sophistes. Dans la pensée du droit, la pensée juridique, la loi. Ils vont remettre en cause, par leur questionnement, ils vont remettre en cause le bien fondé des lois. Jugées antinaturelles, tyranniques, et parce qu'elles sont
soit au profit des puissants, soit au profit des plus faibles. On trouve chez Platon cette formule d'Hippias. La loi, tirant des hommes, oppose sa contrainte à la nature. C'est-à-dire, il y a une opposition loi-nature. La loi est antinaturelle. Un sophiste plus tardif, Thrasymach, va expliquer que le droit est l'instrument des puissants pour opprimer les plus faibles. Calliclès, un autre sophiste, va enseigner le contraire et va dire que la loi est un moyen qu'emploient les faibles pour se protéger des forts. Bon, vous imaginez, avec l'aisance, la puissance oratoire, l'éloquence, l'utilisation de la rhétorique à leur fin, vous imaginez que l'on peut donc convaincre que la loi est celle du plus fort, et puis quelques moments après, convaincre exactement du contraire, que la loi est l'outil de la protection des plus faibles. Aujourd'hui, ça n'a pas de rapport. Nous sommes dirigés, nous sommes gouvernés par nos sophistes. Les problèmes sont les mêmes, les questions sont les mêmes, les réponses varient, mais les questions sont toujours les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant de les étudier, parce qu'on n'est pas les premiers à vivre ce questionnement. Donc, dans la pensée du droit, les lois, donc ils vont, c'est vrai, remettre en question le bien fondé des lois, et donc, évidemment, pour une vie sociale, c'est gênant. Si le peuple n'a plus confiance dans les lois, ou comme selon la formule consacrée, n'a plus confiance dans la justice de son pays. Mais c'est une bonne question, les lois. Depuis, il y a beaucoup de réflexions sur les lois, notamment chez nos grands, Montesquieu, grand philosophe. Dans la philosophie morale, dans la philosophie du droit, dans la philosophie morale, les valeurs morales aussi n'existent pas par nature pour les sophistes, mais ne sont que des conventions sociales pour permettre de vivre en société. Mais c'est la raison pour laquelle ces valeurs morales revêtent des significations différentes selon les époques, selon les lieux. C'est ça, la source du relativisme. S'il n'y a pas de vertu, cette notion de vertu qu'on va trouver chez les philosophes classiques, qui sont, et qui sont des modèles vers lesquels on peut, tendre, mais tout cela n'est que subjectif ou relatif, cela sape les fondements d'une société au point de vue moral, puisque quelle valeur mettre en avant, puisque on va mettre l'accent sur la relativité de cette valeur morale. Et comme c'est aussi nos réflexions, nos philosophes modernes, ce qui est considéré juste d'un côté des Pyrénées et considéré erreur de l'autre côté. Donc c'est une bonne question sur la justice et les valeurs morales. Dans la religion aussi, ils vont quelque part remettre en cause, évidemment, les valeurs religieuses, puisque les dieux, et ça c'est une nouveauté, mais vraiment radicale dans la pensée de l'homme occidental, les dieux sont une invention des hommes. Je sais pas, ça c'est du domaine de la croyance de chacun. Mais on leur doit ceci. Critias, par exemple, explique que puisque par les lois, les hommes étaient empêchés par la force au grand jour d'accomplir leurs forfaits, mais qu'ils les commettaient à l'abri de la nuit, alors, je le crois, un homme à la pensée astucieuse et sage
inventa la crainte des dieux pour les mortels, afin que les méchants ne cessent de craindre d'avoir compte à rendre de ce qu'ils auraient fait, dit ou encore pensé, même dans le secret. Bon, là vous avez vraiment la création de cette vision, et qui effectivement a eu une grande postérité, de l'invention des dieux par les hommes, soit pour se rassurer, soit pour, disons, être soumis à une certaine crainte qui donne, disons, un garde-fou et une balise au chemin. C'est totalement original. Personne avant eux, ni en Occident ni en Orient, n'a pensé quelque chose pareil. C'est pour ça que nous sommes très héritiers. On dit nous sommes gouvernés par les sophistes. Oui, mais nous aussi, nous sommes très héritiers de cette pensée, et notamment en France, qui aime ces joutes intellectuelles, ces raisonnements. Il y a une fascination. Donc si nous sommes gouvernés par des sophistes, c'est peut-être que nous les aimons, même si nous les... Enfin, question, point d'interrogation. Je passe. Non, faut pas. On trouve un autre argument sur les dieux chez Prodikos. Selon lui, les dieux sont l'expression des sentiments humains. Des sentiments humains. Ils sont à l'image des humains. Les hommes projettent sur les dieux tout ce qui leur est utile. C'est-à-dire, là encore, c'est le Dieu qui est une création humaine, puisque l'homme va projeter sur le Dieu tout ce dont il a besoin. Ou tout ce qu'il craint. Bon. Ça, c'est hyper répandu aujourd'hui. Quand on parle de spiritualité ou de Dieu, bon, mais ce n'est qu'une création humaine. Ça vient des sophistes. Donc, le droit, la morale, la religion et enfin la théorie de la connaissance. C'est dans ce domaine que se fait sentir aussi très durablement cet effet de la relativité. Qu'est-ce qu'on peut réellement connaître ? Que peut-on réellement transmettre ? Ils vont dire en général rien. On ne peut rien connaître de véritablement stable. On ne peut pas connaître le réel. On va voir pourquoi. Et de toute façon, même si on pouvait le connaître, on ne pourrait pas le transmettre. Donc, c'est évident que ces arguments, qui sont, je pense, enfin, j'ose le penser, chez Protagoras ou Gorgias, des questionnements d'une grande profondeur, vont devenir par la suite des caricatures et vont donner, disons, les éléments les plus nihilistes et les plus relatifs, les plus sceptiques, et qui vont saper toutes les bases morales, religieuses, connaissances, juridiques de la société. Où là, à partir de là, effectivement, tout est possible. Et c'est ce qu'on voit dans certains dialogues de Platon. On dit, bon, mais c'est les plus forts, c'est les plus tyranniques qui, finalement, ont raison. Puisqu'ils peuvent profiter de ce vide, de ce grand vide créé. Il n'empêche que, ça c'est pour la réhabilitation des sophistes, il pose quand même des questions intéressantes. Même si, bon, après les réponses vont devenir de plus en plus excessives et dogmatiques. Oui. Alors, ça va ? Enfin, disons, mon but n'est pas ni d'attaquer ni de défendre, de comprendre. Puisque je crois que comme nous sommes très héritiers aussi de cette pensée grecque, sous toutes ses formes, nous sommes autant les héritiers des présocratiques, des sophistes, que de Platon, d'Aristote, tous les autres. Donc, il faut essayer je pense, de comprendre. Les écrits, oui.
Ils ont certains, oui, alors c'est toujours pareil, on va avoir peu de choses, beaucoup d'éléments vont disparaître, par exemple de Protagoras, je vous les ai mis parce que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui nous reste de Protagoras. Oui. Et à partir de là, c'est vrai qu'on va faire énormément d'interprétations, et on va le voir à propos de la fameuse phrase de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, hein, qu'on cite toujours, Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, que l'on peut comprendre de multiples manières. Pour Gorgias, on va trouver un peu plus de choses, mais c'est toujours très très fragmentaire. Et pour les disciples, les successeurs aussi. Alors, Protagoras d'Abdère, puisqu'il est de la même ville que Démocrite, l'atomiste. Protagoras d'Abdère. Donc c'est une petite ville de Thrace, sur la mer Égée. Abdère. A-B-D-E-R-E. Abdère. Alors, ces dates, là aussi, sont mal connues, à 10, 20, 30 ans près. On le situe entre 490 et 420. 490, 420 avant Jésus-Christ. Donc, de toute façon, on est en plein dans le 5e siècle. Donc, vous voyez, c'est ça que je disais au début, ça se chevauche avec ça ne se succède pas. Parce que nous, on aime bien toujours les choses qui se succèdent, bien claires. Non, c'est un phénomène concomitant qui va avoir un foyer aussi particulièrement important, qui est la Sicile. La Sicile. Les rhétoriciens siciliens. Alors, il commença, ce Protagoras, dit-on, par être un pauvre portefaix, un pauvre journalier, gagnant peu sa vie. Puis il acquit de l'instruction. À l'âge de 30 ans, il va se mettre à parcourir la Grèce et il va susciter l'admiration de ses auditeurs, de ses élèves. Il va enseigner en Sicile, en Italie du Sud, puis il va faire 2 séjours à Athènes. Et là, il est pris d'amitié et sous la protection de Callias, qui est un riche protecteur des sophistes, mais aussi par Périclès, Euripide. Donc il va être extrêmement admiré, adulé, fascinant personnage. Platon le met donc en scène dans plusieurs dialogues, dont l'un qui porte son nom, le Protagoras, et évidemment il le combat, mais comme je disais tout à l'heure, il lui montre quand même aussi de la considération. Il va écrire un traité des dieux, dont vous avez un petit extrait, le fragment du traité sur les dieux, qui lui valut une accusation d'impiété. Donc il dut quitter Athènes, il dut quitter précipitamment Athènes, et son livre fut brûlé pour raison d'État. Puisque, qu'est-ce qu'il écrit sur les dieux ? Il dit, sur les dieux, je ne puis rien dire, ni qu'ils soient, ni qu'ils ne soient pas. Bien des choses empêchent de le savoir. D'abord l'obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie humaine. Bon, c'est gentil, parce que l'obscurité de la question, c'est sûr, la brièveté de la vie humaine, c'est sûr aussi. Ceci est jugé impie à Athènes à l'époque, donc le livre est brûlé et Protagoras banni, chassé de la cité. On ne sait pas exactement comment il est mort, peut-être dans un naufrage en se rendant en Sicile, donc revenant en Sicile. Alors, sa philosophie de Protagoras serait une déclinaison du fameux ou des fameux principes d'Héraclite. On le dit plus ou moins rattaché, disons, à cette vision d'Héraclite, où il dit rien n'est, tout coule, tout court, le mobilisme d'Héraclite.
il aurait dit, mais là aussi, ce sont des interprétations à partir de textes que les contemporains de Protagoras ont eus, mais qu'aujourd'hui nous n'avons plus, que pour chacun, les choses apparaissent en fonction des circonstances et de l'environnement. Pour chacun, les choses apparaissent selon les circonstances, selon l'environnement. Chaque homme est en quelque sorte un centre de perspective. Chaque homme, dans sa singularité, dans sa particularité, est un centre de perspective. La chose lui apparaît, ou les choses lui apparaissent différemment de la manière dont elles apparaissent à son voisin. C'est là l'introduction de la notion de subjectivité. En plaçant, et c'est là où vous voyez que l'homme devient le centre du processus de la connaissance, puisque qui connaît l'homme? Cet homme qui est donc placé au centre de cet environnement, d'où lui viennent énormément d'informations, et que lui, selon son tempérament, selon les circonstances, va trier d'une certaine manière ou d'une autre. Selon Protagoras, ça c'est intéressant, la vision, pas quelque chose de très subtil, mais la vision physique, les yeux. La vision naît de la rencontre de deux flux. Un flux venu des choses, des objets, et un flux venu de l'œil. Il y a donc autant de visions du monde que de centres de perspective. Il est assez critique. Disons, rencontre de un qui sort de l'œil, l'autre qui vient de l'environnement, et donc il explique ainsi la multiplicité des visions sans qu'aucune puisse être définie comme supérieure ou meilleure aux autres. C'est cette notion de relativisme ou de subjectivité où tout est mis sur le même plan. Donc l'autre a une vision qui est aussi défendable que la mienne. Ceci, peu à peu, va saper cette notion d'un réel, ou d'une réalité plus objective, ou plus, disons, indépendante des visions. Alors, il est vrai que la vision que nous avons des choses dépend énormément de nous, selon notre état, les circonstances. Bon, aujourd'hui, c'est une évidence. À l'époque, c'était quand même une révolution de dire ça, de mettre au milieu l'homme. Bon, aujourd'hui, on est largement habitué, mais il faut voir, et c'est en cela que Platon et Aristote vont vraiment être très virulents vis-à-vis de cette vision, puisque cela nie la notion d'une vérité peut-être un peu plus vraie que les vérités multiples et différenciées, et surtout cette possibilité de monter ou de se rapprocher un peu plus du réel, puisque là, cette notion du réel, elle se dilue un petit peu. Aucune vision ne saurait s'imposer avec la prétention d'être totale, ni commune à tous. Ni commune à tous. C'est là aussi un élément intéressant, puisqu'il n'y a plus d'éléments qui puissent fonder une unité. C'est la célébration du multiple. Il n'y a plus d'absolu. C'est la célébration du multiple. Alors, c'est bien, disons, c'est parce que, évidemment, c'est l'acceptation du multiple. Le revers de la médaille, c'est que, en tout cas pour les soviétiques, c'est une négation, et on le verra avec le Gorgias, c'est une négation de l'unité. Et au point de vue politique et social, ceci va évidemment poser la question comment
gère-t-on une cité, un peuple, s'il n'y a pas une adhésion ou une tension commune vers quelque chose qui relie, qui est le bien commun, la res, la fameuse res publica des Romains. C'est pour ça qu'il y a moins de relations à l'univers aussi, finalement, qui se sont... C'est plus facile pour eux de... Enfin, plus facile. Pas plus facile, je veux dire. Mais en s'occupant que de l'homme, ça évite de revenir à l'univers. Oui, mais c'est aussi une conséquence. Ne plus trop s'intéresser à la cosmologie fait que... on peut le prendre aussi dans l'autre sens. Alors, il y a donc pour un événement donné autant de protagonistes que d'opinions constituées pour chacun selon ce qu'il a vécu. Disons, c'est la mise un peu sur un piédestal du monde de l'opinion. Vous savez que la multiplicité des opinions, vous savez que Platon va évidemment faire proposer toute une vision autre, de placer l'opinion au départ d'un processus de connaissance qui a pour objectif de sortir l'homme justement de la simple opinion, pour lui faire gravir peu à peu les marches vers une vision moins dépendante des circonstances et de l'environnement. Alors, c'est ce qui nous amène à cette fameuse phrase « L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature, et de celles qui ne sont pas, et de l'explication de leur non-existence. » La fameuse phrase de Protagoras, souvent on réduit à la première partie, « L'homme est la mesure de toutes choses. » Alors, on peut l'interpréter de multiples manières, cette phrase. L'homme est la mesure de toutes choses. Soit, pour moi, l'expression d'un simple pessimisme, mais aussi réel que courageux, quoi. Face à la difficulté humaine de comprendre les phénomènes, de comprendre le réel dans sa totalité, puisqu'en fait, aucune opinion ne va rassembler la totalité des expériences. Donc, c'est vrai qu'il est très difficile de parvenir à une vraie connaissance des choses, puisqu'il y a tellement de voiles et de filtres. Donc, on peut louer là, le courage de Protagoras de dire ce n'est pas évident de connaître le réel. Donc, de comprendre l'importance des vérités particulières à chaque individu, mais sans pour autant se décourager de vouloir se rapprocher d'une vision plus juste et d'une connaissance peut-être un peu plus réelle des choses. Enfin, il y a une façon, je dirais, positive, active de prendre cet élément en disant il met l'accent sur les difficultés, mais ceci ne doit pas nous décourager de vouloir quand même avancer, se défaire peut-être un peu des voiles qui nous masquent justement le réel tel qu'il est, sans remettre en cause cette réalité, comme Parménide disait, que l'être est. Donc ça, c'est une façon d'interpréter le message de Protagoras. L'autre façon est beaucoup plus radicale et beaucoup plus décapante, c'est de dire, de toute façon, il n'y a pas de vérité en soi, rien n'est vrai. Rien n'est vrai en soi, tout n'est qu'opinion, et les opinions, elles sont changeantes, elles sont contradictoires, elles sont diverses, et donc, ceci nous amène à un scepticisme intégral qui peut amener à rejeter toute autorité intérieure ou extérieure. C'est-à-dire chacun se pensant pour n'écouter que sa propre sensibilité, que son propre plaisir, son intérêt, ses caprices. Donc là,
voyez que si on pousse vraiment jusqu'au bout ce raisonnement, aucune opinion n'étant meilleure qu'une autre, c'est le refus de tout système, disons, de normatif, de vérité ou d'autorité, et donc ça peut donner des comportements sociaux extrêmes. C'est l'anarchie. Oui, disons que ça peut justifier, oui, les comportements anarchiques. Anarché, c'est-à-dire où on se prive d'un principe arché, c'est-à-dire d'un principe et structurant. Anarchique, oui. Anarchie, on se prive, il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe structurant, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'éléments, disons, qui soient plus vrais que d'autres. Donc, on refuse toute autorité. Alors, c'est sûr que c'est un comportement social qui, c'est ambigu, n'est pas forcément prêché par Protagoras ou Gorgias, mais qui est quand même encouragé. Et qui, là, sera nettement prêché et prôné par leurs successeurs. Alors, l'objet principal de Protagoras, quand même, fut l'enseignement de l'art oratoire, puisque ces sophistes vont exceller dans l'art oratoire, et ils vont utiliser, disons à leur propre fin, l'art de la rhétorique. Et ils vont s'attacher, notamment Protagoras, à la grammaire, au vocabulaire. Et, comme je disais tout à l'heure, il entend sa fonction quand même comme celle d'un éducateur d'hommes. Et c'est pour ça que dans les dialogues de Platon, il y a cette question posée par Socrate de la transmission. Bon, vous êtes sophiste, mais qu'est-ce que vous transmettez ? J'utiliserai une remarque qui était faite pendant la pause, et que, effectivement, je trouve très judicieuse. J'espère que je vais la transmettre le mieux possible. C'est vrai qu'avec ce discrédit des sophistes et le fait qu'on emploie aujourd'hui ce mot par rapport à certaines personnes qui nous gouvernent dans la société actuelle, il ne faudrait pas perdre de vue l'immense fossé qui nous sépare du niveau de ces sophistes, surtout quand on parle de Protagoras, les grands, qui avaient une rigueur, une exigence de pensée, un souci de la grammaire, du mot, de l'élocution, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle nos sophistes d'aujourd'hui. Il faut vraiment, parce que c'est vrai, mais c'est délicat parce que nous, on vit dans ce monde, donc on utilise les mêmes mots pour des réalités qui sont vraiment très, très, très différentes. Sans porter de jugement de valeur à l'emporte-pièce et extrêmement négatif vis-à-vis de notre époque. Bon, il est quand même, disons, bien être conscient que nous sommes à un niveau de questionnement métaphysique, philosophique, oratoire qui n'a pas l'équivalent aujourd'hui. Nos hommes politiques sont de pâles reflets de ces êtres qui sont quand même des êtres d'exception. C'est pas pour juger, pour porter un jugement trop négatif sur notre époque de nivellement, parce que, bon, moi j'aime bien la phrase de Yann Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste, donc de toute façon il faut agir. Bon, mais disons, c'est trop facile de porter toujours des jugements négatifs sur son époque, mais
ce sont des êtres exceptionnels qui vont apporter un questionnement sur le réel dont nous héritons encore aujourd'hui. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le vocabulaire est très significatif à cet égard. Nous n'avons plus le vocabulaire ou la connaissance des mots, ni la culture que ces êtres avaient. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment des pionniers dans l'étude du vocabulaire, des mots et des êtres d'une grande culture. Ils ne faisaient que ça. Et nous avons Ils ne des faisaient que ça. philosophes, Ils ne faisaient que ça. C'est leur temps à ça. Oui, mais aujourd'hui, disons, aujourd'hui on pourrait passer notre temps à ça, nous n'avons plus forcément la même exigence, la même rigueur. Enfin, dans un tout autre ordre, moi c'est vrai que dans les recherches que l'on peut faire, on voit par exemple la différence des ouvrages auxquels on peut se référer, qui sont parus par exemple entre les deux guerres, de la part d'universitaires ou de chercheurs, le niveau d'exigence qu'ils avaient pour les traductions, pour les citations, c'est remarquable. Aujourd'hui, c'est une autre planète. D'abord, on ne les trouve plus, ces livres, sauf quelques cas aux États-Unis encore et encore. Et ce qui est publié aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau. Aujourd'hui, c'est souvent de la compilation, il n'y a pas la même exigence. Il n'y a pas la même exigence, il n'y a pas la même rigueur, c'est souvent du copier-coller ou de la compilation ou du pillage pur et ça. Et il faut être conscient de cela, pas pour être défaitiste, mais pour... pas du tout. Pour resituer. Voilà. Donc je pensais utile de refaire cette petite mise au point. Ado, lui, il est du niveau des sophistes dont tu parles. Oui. Dans ses commentaires, dans son exégèse, dans ses traductions. Et oui. Moi, j'adore Ado. Le problème, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui de plus de 80 ans qui est carrément mis au banc de l'université. Et c'est dramatique. Parce qu'il n'est pas... Il est justement trop exigeant, trop rigoureux. Il n'est pas dans la mouvance. Et c'est fort dommage. C'est pour ça que je citais. C'est pour ça que j'ai fait toute cette parenthèse sur la métisse. Pour bien comprendre que cette métisse... elle est vraiment très très caractéristique de l'esprit grec et elle nourrit parce qu'il y a un côté très 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 positif dans la métisse, d'adaptation aux circonstances, de souplesse, de prise en compte d'un certain réel et elle est quand même avalée par Zeus, ce qui veut dire qu'elle a un statut quasiment de divinité chez les... Et elle va fortement marquer l'esprit athénien. Il n'a pas eu peur d'elle, il a eu peur de sa descendance. Parce qu'on avait prédit à Zeus qu'il serait détrôné par un de ses descendants. Et quand il a vu que Métis était enceinte, hop, il l'a abattu. Et ça a donné la naissance à Athéna. Bon, enfin disons, petite mise au point qui me semble effectivement utile parce que c'est pas toujours facile avec les mots de se faire comprendre. Alors, Gorgias, qui est né aussi au début du 5e siècle, donc ils sont contemporains tous les deux, Protagoras et Gorgias. Il serait né vers 480 aussi avant Jésus-Christ. Il est né à Léontium, enfin c'est le nom latinisé, Léontion, petite ville proche de Syracuse, donc Sicile. On le dit disciple d'Empédocle, bon, il aurait connu Empédocle, duquel il aurait appris la rhétorique, l'art oratoire, et
en fait, il est contemporain de Parménide, de Zénon. Il est contemporain des pionniers, des Éléates, l'école d'Élée. Et il va reprendre, disons, un petit peu la dialectique de Parménide. Parménide, vous vous rappelez le poème, l'être est, le non-être n'est pas. Donc, je vous ai donné, pas pour qu'on le lise là, mais ça vous intéresse, vous avez là le texte de Gorgias sur le non-être ou sur la nature, où il va reprendre le problème de l'être et du non-être. Simplement, il va le traiter différemment de Parménide, puisque après moult argumentation, donc vous avez là la reconstitution par un philosophe plus tardif qui est Sextus Empiricus, qui nous permet d'avoir une reconstitution du raisonnement de Gorgias. Il va arriver à ses conclusions. Donc ça, c'est sur le non-être ou sur la nature, qu'on résume en général en 3 principes. Étudier Gorgias, il y a toujours 3 principes, qui sont souvent définis de manière un peu diverse selon les cas. Le premier principe, c'est qu'il n'y a ni être ni non-être. Alors, si vous voulez avoir tout l'argumentaire de ce premier principe, vous l'avez dans le texte. C'est toutes les 2 premières colonnes et demie, où il va expliquer qu'il n'y a ni être ni non-être. Donc là, il va renverser la problématique de Parménide, qui était de dire l'être est, le non-être n'est pas, vous vous rappelez. Donc, il va reprendre ceci, mais en découpant, disons, toutes ces argumentations. Donc, ce n'est pas facile à lire, d'autant plus que souvent on se demande s'il n'y a pas une fascination pour la forme argumentaire au détriment parfois du contenu. Et ça, c'est là. C'est, disons, le piège des sophistes qui, comme dit Jacqueline de Romilly, que j'aime beaucoup, qui disait ces sophistes, ils étaient fascinés par les raisonnements. Et qu'au fur et à mesure de cette fascination, eh bien, on a été un peu moins rigoureux sur le contenu de l'argument lui-même et plus s'attacher au contenant. C'est pour ça que vous étudierez ou même le texte. C'est vrai qu'on s'y perd parfois un petit peu et on se demande si on n'est pas en train de tourner en rond. Donc ça, c'est le premier principe que certains résument en disant le non-être est, pour l'opposer vraiment à Parménide, mais en fait, si vous lisez bien, c'est plus subtil que ça, il n'y a ni être ni non-être. Donc, qu'y a-t-il ? Rien. Enfin, rien. On va pas dire rien, mais ni être ni non-être. Bon. Le deuxième principe, c'est même s'il y avait quelque chose, ce quelque chose serait inconnaissable à l'homme. Donc, de toute façon, même si l'être était ou le non-être était, l'homme ne pourrait pas le percevoir. Il y a cette, comme pour Protagoras, le fait de dire, bon, de toute façon, il y a une incapacité, pas difficulté, mais incapacité de l'homme à connaître réellement ce qui pourrait être. Donc ça, c'est le deuxième... vous voyez, ce que j'ai souligné, c'est le 67. Il faut montrer de la même manière que même s'il existe quelque chose, ce quelque chose est inconnaissable. C'est intéressant à lire parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va nous donner au Moyen-Âge toutes les disputes, les disputations, la scolastique, avec les colonnes pour, contre, enfin bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut décrocher très vite ce type d'argumentation parce que on n'est plus du tout rodé à ce genre d'exercice. Donc,
Deuxième principe, même s'il existe quelque chose, ce quelque chose serait inconnaissable. Et troisième principe, même en admettant qu'on le saisisse, et si même on arrivait à le connaître, il est incommunicable à autrui. C'est-à-dire, on ne pourrait pas, de toute façon, le communiquer, le transmettre. Vous voyez, c'est par étapes. Donc, ni être ni non-être, même s'il y avait quelque chose, on ne pourrait pas le connaître, et même si on pouvait le connaître, on ne pourrait pas le divulguer. Donc, c'est ce que certains vont appeler la source ou la racine du nihilisme. Dire, là, c'est assez vertigineux, hein, c'est comme si sous les pieds, il n'y a plus rien. Et à l'extrême, en détruisant cette notion d'être, hein, donc c'est tout à l'heure, d'arché, de principes structurants, on livre l'homme au jeu et aux oscillations de l'opinion. Je vous laisse lire tranquillement les argumentations de Gorgias. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est connu de Gorgias, ce sont des éloges. Il a écrit un certain nombre d'éloges, et c'est très très intéressant. Le plus connu est probablement l'éloge d'Hélène. Hélène était une femme fort décriée, évidemment, pour avoir déclenché cette fameuse guerre de Troie. Et donc, c'est là aussi, dans l'exercice des sophistes, de prendre le contre-pied. Et donc, il va écrire un très bel éloge d'Hélène, pour dire en fait que cette femme est tout à fait magnifique. Et alors ça, c'est un texte beaucoup moins métaphysique, hein, beaucoup plus facile d'accès, où là aussi, par argumentation successive, il va nous prouver qu'en fait, Hélène soit a agi sous, de toute façon, l'action du destin ou de la nécessité, ou qu'elle n'a pas pu choisir, en fait. C'est intéressant à lire pour voir comment ces sophistes utilisent les argumentaires pour faire l'éloge de quelqu'un qui est voué aux gémonies. Alors là, il n'y a pas trop le temps, mais je vais vous en lire quand même un petit passage. Alors, Gorgias. Il y a aussi la défense de Palamède. Alors, éloge d'Hélène. Donc, c'est un des textes, très intéressant, parce que c'est un des textes que l'on a à peu près complet de Gorgias. L'éloge d'Hélène. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire ? La parure, c'est le début, hein. La parure d'une cité, c'est le courage de ses héros. Celle d'un corps, c'est sa beauté. Celle d'une âme, sa sagesse. Celle d'une action, c'est son excellence. Celle d'un discours, c'est sa vérité. Tout ce qui s'y oppose départ. Aussi faut-il que l'homme comme la femme, le discours comme l'action, la cité comme les particuliers, soient, lorsqu'ils sont dignes de louange, honorés de louange, et lorsqu'ils n'en sont pas dignes, frappés de blâme. Car égales sont l'erreur et l'ignorance à blâmer ce qui est louable ou à louer ce qui est blâmable. Et cette tâche revient au même homme de clamer sans détour ce qu'est notre devoir et de proclamer que sont réfutés ceux qui blâment Hélène, femme à propos de qui s'est élevée dans un concert unanime tout autant la voix, digne de créance de nos poètes, que celle de la réputation attachée à son nom, devenu le symbole des pires malheurs. C'est vrai qu'on l'a fait un petit peu la responsable, hein, unique. Ainsi voudrais-je, dans ce discours, fournir une démonstration raisonnée qui mettra fin à l'accusation portée contre cette femme dont la réputation est si mauvaise.
Je convaincrai de mensonges ses contempteurs, et en leur faisant voir la vérité, je ferai cesser l'ignorance. Alors donc, le premier argument, c'est qu'elle est fille presque de Dieu, hein, de Léda, de Zeus, enfin de montrer son ascendance divine. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est par les arrêts du destin, ou par les arrêts des dieux, ou par les décrets de la nécessité qu'elle l'a fait. Ou bien, c'est enlevée de force, ou persuadée par des discours. Donc, pour montrer qu'elle n'était en fait pas libre, hein, de ses actions, et qu'on ne peut pas donc lui reprocher des actes dont elle n'était pas responsable. Il y a plusieurs pages, c'est très très beau, et ça permet aussi de voir un petit peu le style, hein. Et à la fin, j'espère avoir réduit à néant dans ce discours la mauvaise réputation d'une femme et m'être tenue à la règle que j'avais fixée au commencement de mon discours. J'ai tenté d'annuler l'injustice de cette mauvaise réputation et l'ignorance de l'opinion. Et si j'ai voulu rédiger ce discours, c'est afin qu'il soit pour Hélène comme un éloge et pour moi comme un jeu. Ce dernier mot est évidemment très intéressant parce que bon, c'est la traduction. Après, il faut voir si vraiment Gorgias pensait cela. Mais alors, évidemment, après, c'est la porte ouverte au fait de faire des éloges, tout le monde, puisqu'on peut trouver toujours quelque chose positif dans faire l'éloge. C'est des prétextes, finalement, pour servir sa... Hélène, elle devient un prétexte, là, puisqu'il parle de jeu à la fin. Il nous démontre qu'Hélène a été un prétexte à cette guerre, finalement, qu'elle n'en a pas été... la responsable lui-même la reprend comme un prétexte pour en faire l'éloge. Oui, disons que c'est pour lui, enfin je sais pas, là on peut l'interpréter là aussi de multiples manières. Il pense qu'il y a vraiment une injustice dans le fait de faire d'Hélène un bouc émissaire du déclenchement de la guerre. Et en même temps, oui, on ne se prend pas trop au sérieux. C'est plus le fait de développer des arguments. Et d'être plus sensible à la forme qu'au fond. J'ai pas entendu. Je dis Paris, c'était tout autant fautif. Ah, Paris, oui, on pourrait faire l'éloge de Paris. L'éloge de Paris. Voilà pour Gorgias. Ce qu'il faut retenir, c'est les trois principes. Les trois principes, puisque on va très schématiquement, on dit que Protagoras va hériter de la vision d'Héraclite, avec cette histoire du mouvement et de la subjectivité, que tout est toujours en train de changer, donc il n'y a que des opinions variables et contradictoires. Et Gorgias, on va le dire plus dans la lignée de Parménide, reprenant donc la dialectique de Parménide, mais en la renversant par rapport à l'être et au non-être. Un troisième personnage est intéressant, je vais dire quelques mots, c'est Hippias. Hippias, H-I-2-P-I-A-S. C'est les trois qu'on cite souvent, Protagoras, Gorgias, Hippias. Hippias, il y a deux dialogues de Platon, le grand et le petit Hippias. Si vous avez de la mémoire, on en a étudié un l'année dernière, qui est toute la réflexion sur le beau. Sur le beau, qu'est-ce que le beau ? C'est un sophiste aussi qui avait une immense réputation. Il va s'installer à Athènes comme ambassadeur, parce qu'en plus, là, il avait des dons de diplomate, semble-t-il. On va le charger d'une mission diplomatique pour régler quelques problèmes entre Athènes et Sparte. Mais il va s'installer à Athènes et il va remporter de nombreux prix d'éloquence. On dit qu'il excellait dans la science des nombres. Et lui, il va vraiment s'intéresser à toutes les disciplines. C'est là où on voit aussi cet éclectisme, cette diversité des savoirs.
des sophistes. Il s'intéresse à la philosophie, à la politique, à l'éloquence bien sûr, à l'astronomie, à la grammaire, à la composition musicale, à la morale, à la poésie, à la jurisprudence, et on dit qu'il avait une mémoire absolument phénoménale. On raconte, ça c'est la petite histoire, qu'il pouvait lire une liste de 60 noms d'affilée et qu'il pouvait immédiatement les restituer. Bon, il en conçoit, mais ça c'est un peu par Platon qu'on le connaît, une certaine vanité, puisque c'est lui qui disait aussi, vous pouvez m'interroger sur n'importe quel sujet et je me fais fort d'y répondre. Alors, les autres, qui sont parce qu'il y en a énormément, les disciples de ces trois grands, ils sont beaucoup moins connus, mais on les connaît quand même un petit peu grâce au dialogue de Platon. C'est Alcidamas, j'en cite comme ça quelques-uns, Alcidamas, Lycophon, Proxène, Polos qu'on voit chez Platon, Ménon aussi, Isocrate, Prodicos. Alors Prodicos, il est un des plus connus. Thrasymach aussi qu'on voit dans les dialogues de Platon, qui défend la loi du plus fort, comme étant celui qui a raison. Calliclès aussi. Antiphon, Critias. C'est les principaux que l'on trouve dans les dialogues de Platon. Critias, Calliclès, Antiphon, Thrasymach, Prodicos. Donc, c'est tout un... On ne peut pas parler d'un courant, parce qu'il y a de multiples variétés, puisque chacun va défendre aussi un élément particulier. Voilà, quelques éléments sur nos chers sophistes. Vous voyez, c'est un sujet très, très délicat. Disons, pour voir essayer de réfléchir en termes de philosophie de l'histoire. Oui, je prends la parole tout de suite. Puisque là on arrive à la fin de notre cycle sur les présocratiques, c'est de considérer vraiment à la fois le mystère, parce que je ne saurais trop insister sur cet aspect mystérieux de ces philosophes, de ces physiologues, de ces sophistes qui, en très peu de temps et dans un lieu géographique relativement restreint, vont apporter toutes les bases de la philosophie occidentale. Avec donc les réflexions de cosmologie, d'ontologie, et avec le côté décapant de la réflexion critique des sophistes. Ces mêmes questionnements, on les trouve bien sûr dans les autres parties de la planète, mais sous une autre forme. Mais là, nous, en Occident, nous sommes vraiment les héritiers. Et on disait tout à l'heure, toutes les problématiques reposées par Kant, par les phénoménologues, les existentialistes, sont des reprises, des questionnements qui se situent dans cette problématique. C'est pour ça qu'ils sont d'une totale actualité, même si, 2500 ans ou 2400 ans se sont écoulés, parce que les questionnements sont les mêmes. Les questionnements sont les mêmes. C'est ce qui va donner l'essor de cette réflexion sur l'univers et sur l'homme. Et après, évidemment, il va y avoir cette charnière de Socrate, qui est un être totalement mystérieux aussi, qui lui ne va pas fonder d'école, mais qui va enseigner dans la rue, vous savez, va titiller les Athéniens, et qui va être cette charnière tout à fait extraordinaire qui va nous amener après avec Platon et Aristote, où évidemment Platon
là aussi, sera quelqu'un d'assez énigmatique, hein, le divin Platon, comme certains l'appellent, qui va se nourrir, hein, de tous ces éléments pré-socratiques, à la limite du mythe et du logos, et qui lui aussi va fonder tous nos grands questionnements. Donc c'est vraiment une manière de mettre le projecteur sur cette période du 6e, 5e siècle. Hein, c'est vraiment 2 siècles, ce qu'on appelle le miracle grec, mais c'est tout à fait justifié. Sans oublier, c'est ça qui me semble aussi intéressant, sans oublier ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire de ne pas penser que ça commence là. C'est pour ça que j'ai fait au départ un certain nombre de références à l'Égypte, hein, à la Mésopotamie, à Babylone, hein, au Moyen-Orient, parce que c'est évidemment pas un phénomène comme ça qui a ses racines. Hein. Mais il est tellement puissant, ce phénomène des 6e et 5e siècles, qu'il fait parfois oublier les siècles qui ont précédé. Alors, Fernand, oui, et après, oui. Oui, je voulais dire, tu as donné toute une liste de sophistes, mais tu en as oublié un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Antiphon. Oh, je l'ai cité, Antiphon. Alors, pourquoi il te tient à cœur, Antiphon? Parce qu'il est anti. C'est le fondateur de la psychothérapie. C'est lui qui, 2500 ans avant Freud, a créé le premier cabinet de consultation psychothérapeutique, la cure par la parole, et il utilisait la technique des associations d'idées qui sont le fondement de la cure psychanalytique freudienne. Oui, merci. Merci. Oui. Antiphon. Il mérite d'être étudié, cet Antiphon. Tu as tout à fait raison. Ouais. Antiphon. Moi, je suis nouvelle dans ce cycle-là, et la première année que je viens, je voulais savoir si vous devez reprendre dans votre programme de l'année Socrate, Platon, de l'année, voilà. Peut-être déjà établi, les personnes ont étudié, mais est-ce que vous voulez vous prévoyer? Alors, c'est toujours un peu la difficulté, disons, enfin, dans la mesure où c'est vrai que ce sont les fondamentaux, Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens. Et donc, chaque année, j'essaye par contre pas trop cette année, puisqu'ils n'y sont pas en fait, mais de les reprendre, mais sous une nouvelle forme, pour permettre à ceux qui suivent depuis déjà plusieurs années les cycles, de pas revoir exactement à l'identique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un petit plaisir à parler de la métisse, parce qu'on n'avait jamais trop évoqué, ça apporte, je pense, quelque chose de nouveau. Donc, on avait aussi évoqué l'idée de rouvrir un autre créneau horaire pour retraiter justement les grands fondamentaux, pour ceux qui ne les auraient pas eus. Mais bon, pour l'instant, pour cette année, pour jusqu'en avril 2010, c'est pas prévu. On verra à partir de septembre 2010 si on peut dédoubler, hein, et avoir effectivement les fondamentaux. Oui, tout à fait. Oui. Mais nous avons dans cette école de philosophie un petit service qui fait les enregistrements, qui va ensuite faire ce qu'il faut pour avoir des CD qui sont à votre disposition. Et vous savez, les conférences que je connais le contenu, oui. Peut-être pas toutes, mais par exemple l'an dernier, on a lu Socrate, donc vous pouvez
fait. Les CD. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est simplement, bon, c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur, qui n'a pas vu trop le jour encore parce que nous manquons de bonne volonté pour faire tout ce travail qui, ça semble rien, mais une fois que c'est filmé, il faut retraiter, couper, enfin bon. Et donc c'est du travail, mais voilà, c'est un projet que nous avons et effectivement, il pourrait y avoir, il y a peut-être déjà certains CD qui sont disponibles en audio, hein, déjà audio, hein. Après, la vidéo, c'est autre chose. Ça n'a pas un grand intérêt non plus, la vidéo, dans la mesure où c'est... Hein, il n'y a pas une grande mise en scène. Bon, oui, donc audio. Oui, merci Claudette. Effectivement, ça peut être, si jamais... Voilà. Il y a le catalogue de tous les CD, et on pourrait peut-être... Oui, on va le... Tu peux m'y faire penser, parce que... voilà. Ok, hein, ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, alors l'histoire de la tolérance et de la tyrannie. Hein. C'est un vaste sujet, ça. Hein. C'est moi qui l'ai dit, bah oui, je sais bien, oui, il faut assumer, Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Non, je disais que cette notion de relativisme, donc de tolérer en fait et de mettre sur le même plan toutes les opinions, peut cacher une vision tyrannique. Et que c'est d'autant plus sournois que ça ne s'annonce pas comme de la tyrannie, mais comme de l'ouverture et de la tolérance. Je crois qu'on est en train de le vivre actuellement. Quand on dit, lorsqu'on dit nous sommes très tolérants, nous sommes ouverts à tout, mais nous avons une pensée unique, nous devons avoir une pensée unique, politiquement correcte. J'estime que c'est de la tyrannie. Mais, oui. Oui. Comment dire au niveau métaphysique, le fait de dire il y a l'être qui va se refléter dans un certain nombre de plans, de manifestations, de réalités. Hein. C'est l'image qui m'est chère, mais du tapis qui se déroule, va donner une vision, et c'est la vision classique hein, des Grecs, d'une structure organisée, hein, d'un ordre intelligent, avec cette notion de hiérarchie. Puisque tous ces plans de manifestation ne sont pas pareils, ne sont pas d'une égale lumière et d'une égale réalité. Hiérarchie, ça vient de hiérarchos, un principe ou une origine sacrée. C'est-à-dire, ça pose, c'est très parménidien, l'être. Le fait de renverser et de dire il n'y a pas d'être, donc il n'y a pas non plus de non-être, va mettre la primauté de la vision hein, sur le monde manifesté, le monde sensible. Donc, disons, cet élément le plus réel peut-être pour nous, mais ça emprisonne aussi, ça peut rendre esclave de ce plan, en faisant croire qu'il est le seul. Moi, ce qui me frappe, c'est que quelqu'un comme Aristote, qui dit « Moi, je ne comprends pas le monde intelligible de Platon, et cette histoire de participation du monde sensible au monde intelligible, donc pour moi, il n'y a que le monde sensible. » Très bien. Donc il l'étudie, il le classe, il le répertorie. Mais à la fin, il arrive de toute façon à l'intérieur de ce monde sensible aux deux principes. Donc il recrée une hiérarchie à l'intérieur du monde sensible et qui nous amène à la forme et à la matière. Donc là encore un dualisme, le germe d'un dualisme, mais nous amenant à une vision, rappelez pour ceux qui
rappelle d'Aristote, une vision du Dieu, par exemple, totalement inaccessible et transcendante, parce que trop abstraite. Donc la coupure, pour moi, entre l'intelligible et le sensible, elle est beaucoup plus par le fait d'Aristote que le fait de Platon, qui a toujours insisté sur la participation de l'un à l'autre. Après, avec toutes les difficultés de cette remontée possible du sensible à l'intelligible. Mais ça donne une finalité, et ça donne, comme évoqué rapidement tout à l'heure, sentiment d'unité. Puisque tous les hommes peuvent, du monde sensible, remonter pas à pas monde intelligible. C'est l'intérêt du dialogue socratique ou du dialogue platonicien, de pouvoir remonter du régime de l'opinion, la doxa, jusqu'à la science, la connaissance, les hypothèses, jusqu'au peut-être à la captation de quelque chose de plus réel, de l'ordre de l'être, de l'ordre de l'intangible, aussi du mystère. Donc, le fait d'avoir supprimé peu à peu ce monde de l'être, pour donner la primauté sur, pas le non-être, mais le monde sensible, donne une importance considérable à l'opinion. Et prive l'homme de la possibilité de sortir de l'opinion vers autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit, nous sommes dans un monde totalement d'opinion. Donc, en quoi ceci peut être tyrannique? Parce que ça donne un rôle presque de principe sacré, parce que de hiérarchie, donc de non-discussion à l'opinion, qui est un plan de manifestation par définition multiple, contradictoire et relatif. Donc, ça renverse la problématique et ça donne à cette opinion le rôle structurant qu'autrefois était tenu par les principes sacrés, quoi. Donc avec une certaine transcendance. Et aujourd'hui, on le voit en disant, c'est l'opinion. Qu'est-ce qu'on demande à tout le monde ce qu'il pense sur tout. Et ça, c'est totalement... Et si on ne pense pas exactement comme non, ça c'est pas les sophistes, mais disons, c'est l'évolution que ça peut donner. Parce que eux, quand même, ils mettaient l'homme au centre. Moi, je trouve que c'était très valorisant pour l'homme, cette façon comme ça de le mettre au centre de tout, puisque dans la mesure où la connaissance... Oui, c'est valorisant. Alors, ça va donner après, je disais tout à l'heure, une sorte d'anthropocentrisme, c'est-à-dire de tout après voir à partir de l'homme. À partir de l'homme et d'un homme qui est coupé. Parce que le problème n'est pas de voir à partir de l'homme. Si le microcosme est relié au macrocosme, ça va. Mais si après... On ne part que de l'homme en tant que microcosme, c'est là où la vision se réduit. C'est connaissable, c'est le sensible. Le reste, il part du principe qu'on ne peut pas le connaître et qu'on ne peut pas le transmettre, donc ça sert à quoi en fait? Oui. Alors, mais c'est une vision qui est, comment dire, peu à peu, qui nous amène, c'est pas les sophistes là, on est dans l'évolution, d'une vision désacralisée ou un peu aplatie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, on donne la primauté à ce qui est son aspect, disons, sensible. Donc, son corps physique, ses émotions, son intellect, au détriment de ce qui peut être peut-être plus profond, plus spirituel, plus sacré. C'est un problème de vision. Je ne veux pas opposer spirituel, matériel, parce que c'est trop simpliste, mais peu à peu, il y a un phénomène de désacralisation qui se fait. Et d'une hiérarchie, quand même, qui se reconstitue peu ou prou, mais en donnant la primauté à ce qui était, pour les anciens, vraiment là où il ne fallait surtout pas mettre le primauté, quoi. C'est un renversement hiérarchique, mais ce n'est pas l'abolition de la hiérarchie. Je dis ça parce que, enfin, nous sommes très attachés à l'égalité, plus même peut-être que la liberté, l'égalité.
Et ne serait-ce que de voir le terme de hiérarchie qui est extrêmement discrédité. Hein, on parlait du mot sophisme, mais le terme hiérarchie aussi, on ne peut pas entendre parler. Donc, c'est qu'il y a, nous avons encore des comptes à rendre avec ce principe, parce qu'il y a eu un renversement, et avec un semblant d'abolition de la hiérarchie, en fait, on a recréé une hiérarchie, mais à l'intérieur d'un plan qui n'est pas le seul. Enfin, je ne sais pas, c'est très, très vaste hein, comme question, mais... Hein? D'éducation politique, c'est ça? Oui. Dire, moi je ne vous donne pas mon avis, mais la majorité pense que... On a fait parler alors qu'elle n'a rien dit. Oui, puis on ne sait pas ce que c'est. C'est comme comment dire, l'homme de la rue, ou le français moyen, c'est totalement abstrait. Totalement on ne sait pas. Moi, je vais faire un petit... Pardon. C'était juste pour préciser, comme vous dites tyrannie, vous pensiez à la tyrannie de l'opinion ou à la tyrannie d'un éventuel dictateur qui s'ouvre la porte? Tyrannie de l'opinion, davantage. C'est un vaste sujet. Parce qu'on a souvent tendance à focaliser sur des hommes qu'on appelle des tyrans, sans trop se poser les questions de ce qui les a portés, et qui est plus le problème des opinions publiques, enfin, des peuples. C'est pour ça qu'on a les tyrans qu'on mérite, on a les gouvernants qu'on mérite, parce qu'il y a un tyran, enfin, dans le sens moderne hein, du terme, parce que le tyran grec n'a rien à voir avec... Mais le tyran tel qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas non plus une génération spontanée. Et c'est trop facile souvent de focaliser sur la folie d'un homme, ce qui est la folie de millions d'hommes. Enfin, c'est ce que je pense. Simplement, c'est plus facile, toujours d'avoir des boucs émissaires. Donc là, c'est plus la tyrannie de l'opinion, mais qui peut amener à effectivement trouver la tyrannie d'un homme providentiel favorable. C'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant sur la tyrannie de l'opinion. Enfin, vaste sujet. Moi, je voulais faire un tout petit peu d'humour en disant il y a quelques années, avec la hiérarchie, il y avait donc ceux qui dirigeaient, il y avait les subordonnés. Donc les subordonnés sont devenus des collaborateurs. Mais avant, quand on était un collaborateur, c'était un mot honnête. Alors, oui, c'est dans le contexte, mais ça. Ah oui, oui. Là, c'est un problème de sémantique, là, oui. Alors, nous avons donc... c'est un tour d'horizon très rapide, hein. Très rapide, mais je pensais intéressant pour cette année. Bon, cette année, on a mis le projecteur sur eux. Peut-être l'année prochaine, on mettra le projecteur sur les suivants, en renouvelant un petit peu. Mais on a un cycle, par contre, sur Dialogue de Platon, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. C'est la 3e année qu'on fait les dialogues de Platon. Alors oui, là, cette année avec le prochain cycle, c'est un petit peu original, puisque je vous propose un cycle sur les symboles. Hein, ça, c'est la première fois qu'on le traite. C'est mi-philosophique, mi-symbolique, comme vous voulez, ésotérisme, tout ça. Et on va étudier le message de quatre grands symboles, hein, l'arbre, la croix, la montagne et l'œuf. Voilà, en essayant de voir la signification philosophique de chacun de ces symboles, et d'en voir aussi quelques
quelques formes particulières que ces symboles ont pris dans telle ou telle civilisation, dans telle ou telle culture. Là, pour bien faire, c'est vrai que ça serait intéressant, mais ça prendrait du temps. Je ne sais pas si je vais le faire, de vous montrer quelques images. Ça s'y prêterait. Je ne sais pas. Ça serait bien. Hein. Bon, on va voir. Et sinon, ça sera déjà les messages philosophiques de chacun de ces symboles, puisque ce sont tous des symboles universels, même si on les connaît parfois plus dans un registre. Et voilà, ça je trouve tout à fait passionnant. Ça commence jeudi prochain. C'est le prochain cycle, jeudi prochain. Bon, merci beaucoup et bonne semaine.